Et si les meilleures affaires en bourse se trouvaient là où personne ne veut regarder, voire même là où tout le monde s'enfuit? C'est une idée un peu à contre-courant, oui. C'est ça, c'est le cœur de la stratégie Deep Value. On va essayer de creuser ça aujourd'hui en piochant dans le livre Deep Value de Tobias Carlyle. D'accord. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi certains investisseurs, eh bien, ils cherchent activement des boîtes qui ont l'air en difficulté. Et voir comment ça se compare, par exemple, à l'approche de Warren Buffett, qui est quand même plus connue. Absolument. Et pour comprendre ça, il faut remonter un peu en arrière, jusqu'à Benjamin Graham. C'était le mentor de Buffett. Ah oui, Graham, voilà. Son idée clé, c'était, somme toute, assez simple. Acheter des actions pour bien, bien moins que leur valeur intrinsèque, leur vraie valeur. Même parfois en dessous de la valeur si on vendait tout, c'est ça? La valeur de liquidation. Exactement. C'est ça le deep value à l'état pur. Graham disait même que certaines entreprises valaient plus mortes que vives. L'idée, c'est de trouver ce plancher absolu. C'est la fameuse marge de sécurité dont il parle tout le temps. Mais c'est plus qu'une simple précaution. Pourquoi c'est si central dans cette approche? C'est crucial parce que ça change complètement la nature du pari, si on veut. Imaginez acheter un billet de 10 euros pour seulement 5 euros. D'accord. Même si l'avenir de l'entreprise est, disons, flou, eh bien vous avez une sacrée protection. Graham cherchait ces situations où le potentiel de gain, hop, il dépasse largement le risque. Une asymétrie, quoi. Je vois. C'est logique. Et pourtant, son élève le plus connu, Warren Buffett, il a pris un chemin assez différent, non? Surtout avec Charlie Munger. Oui, tout à fait. Buffett et Munger, eux, ils ont plutôt évolué vers la recherche d'entreprises qu'ils appellent merveilleuses. Et l'idée, c'est de les acheter à un prix juste. Merveilleuse, c'est-à-dire. Une entreprise merveilleuse, pour eux, c'est une perle. Elle est très rentable. Elle a un avantage sur ses concurrents qui durent longtemps, le fameux moat, le fossé économique. Et elle peut grandir sans avoir besoin de réinvestir des tonnes de capital. L'exemple classique, c'est See's Candies. Ah oui, les chocolats. Mais j'imagine que le problème, c'est que tout le monde les veut, ces entreprises merveilleuses. Le risque, c'est pas de les payer trop cher, justement. C'est exactement ça le défi. Les repérer avant tout le monde et surtout les acheter à un prix raisonnable. C'est extrêmement difficile. Et c'est là où la deep value prend le contre-pied total. Elle ne cherche pas la perfection, Elle cherche la décote. voilà, la sous-évaluation extrême. Même si l'entreprise a l'air médiocre sur le papier à ce moment-là. D'accord. Mais alors, sur quoi y parient ces investisseurs deep value? Si les boîtes sont si mal en point, qu'est-ce qui pourrait bien faire remonter le cours de l'action? Le moteur principal, en fait, c'est un phénomène statistique assez puissant, le retour à la moyenne. En anglais, un mean reversion. Le retour à la moyenne. C'est cette tendance qu'on observe partout. Les performances, qu'elles soient super bonnes ou super mauvaises, finissent souvent par revenir vers la moyenne du secteur ou du marché. C'est rare qu'une entreprise reste une superstar ou un cancre pour toujours. Ah, je vois. Donc le pari est différent. L'investisseur deep value, lui, il parie sur ce retour à la moyenne. Il achète le truc délaissé en se disant ça va finir par s'améliorer ou le marché va voir la valeur cachée. Exactement. Alors que celui qui achète l'entreprise merveilleuse, lui parie contre ce retour à la moyenne. Il espère que l'excellence va continuer, continuer. C'est fascinant comme les deux approches sont opposées sur ce point clé, hein. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que pas mal d'études académiques, comme celle de Laconichok, Schleifer et Vichny, ou une plus récente de Bannister que Carlyle cite, Ouais. elles montrent que sur le long terme, les portefeuilles d'actions value, celles qui sont souvent moins sexy, moins glamour, ont tendance à faire mieux que les portefeuilles d'actions de croissance, les belles histoires. Le marché semble payer trop cher pour les succès évidents et sous-évaluer les difficultés. D'accord. Mais concrètement, comment cette valeur qui est cachée finit par sortir? Le marché ne reste pas aveugle indéfiniment, j'imagine. Souvent, il faut un petit coup de pouce. Et c'est là qu'interviennent les investisseurs activistes. Le livre mentionne Carl Icahn, par exemple. Les activistes, oui. Les fauteurs de troubles pour certains dirigeants. On peut dire ça. En fait, ils agissent comme des catalyseurs. Ils achètent une part importante de l'entreprise. Ça se voit souvent quand ils déposent le formulaire 13D aux États-Unis, qui signale plus de 5% et une intention d'influencer. Et là, ils mettent la pression sur la direction pour... Pour changer les choses. Ça peut être vendre une partie de l'entreprise, restructurer, changer de stratégie, parfois même changer le management. L'idée, c'est vraiment de débloquer la valeur pour nous, les actionnaires. réduire l'écart entre ce que veulent les dirigeants et ce que veulent les actionnaires, en gros.
C'est ça, on appelle ça les coups d'agence. Parfois, les dirigeants préfèrent un grand empire, des bonus, pas forcément le meilleur retour sur investissement pour les actionnaires. Les exemples comme Tapon Stove ou Genzyme montrent bien comment un activiste peut forcer des changements positifs. D'accord. Et pour trouver ces cibles avant les activistes ou avant que le marché ne se réveille, Carlyle y propose des outils, des métriques spécifiques, hein. Oui, il met en avant une métrique qu'il appelle l'Acquirer's Multiple. C'est basé sur le ratio valeur d'entreprise sur bénéfice opérationnel, EV/EBIT pour les intimes. EV/EBIT. Quel est l'avantage par rapport au classique PE, le ratio court-bénéfice? L'avantage, c'est que ça prend en compte la dette de l'entreprise. Ça, c'est dans la valeur d'entreprise, EV. Et ça regarde le bénéfice avant les intérêts et les impôts, EV/EBIT. Donc ça se concentre sur ce que l'entreprise gagne vraiment avec ses opérations. Ça évite les pièges comptables, peut-être. Un peu, oui. Et ça aide à repérer les boîtes qui génèrent du cash avec leur activité principale, pas juste celles qui accumulent de l'argent sans trop savoir quoi en faire. Bon, si on résume, la Deep Value, c'est vraiment une approche à contre-courant. On parie sur le retour à la moyenne pour des entreprises très très décotées, souvent en difficulté. Et on espère un catalyseur, comme un activiste, pour révéler la valeur. C'est une bonne synthèse, je trouve. Ça demande de la patience et pas mal de conviction, c'est sûr. Absolument. Et ça laisse avec une question un peu provocatrice pour finir. Ah, j'aime bien ça. Si ce retour à la moyenne est une force si puissante, est-ce que les vraies opportunités, les plus belles, ne se cachent pas moins dans les succès évidents, ceux que tout le monde acclame, que dans les zones d'ombre du marché? Ces entreprises que tout le monde déteste ou ignore temporairement? Où aller chercher la valeur, là où la foule, justement, ne va pas, ou même fuit activement. C'est une excellente question pour réfléchir.